Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier webinaire sur l'INS et le référentiel national d'identito-vigilance, donc premier webinaire de 2022, un webinaire réactualisé pour faire la part belle au retour d'expérience. Et aujourd'hui, nous aurons la chance d'écouter le retour d'expérience de l'Institut Paoli-Calmettes avec Isabelle Barbier, la référente en identito-vigilance, et Céline Barbieri, la correspondante en identito-vigilance. En attendant que les derniers retardataires se connectent, je vais vous rappeler les bonnes pratiques du webinaire. Donc, avec cet outil, mais vous y êtes, je pense, habitués, vous ne pouvez pas communiquer par oral. Par contre, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons lors des sessions questions-réponses. Le support de présentation, comme d'habitude, sera en ligne sur l'espace Agora Social Club. Et si jamais vous étiez plusieurs à assister à la formation en utilisant la même connexion, pouvez-vous nous envoyer un mail en indiquant les noms, prénoms, fonctions, établissements et adresses mail des participants afin que chacun puisse recevoir ses attestations de présence et la sollicitation pour le quiz. Donc, on va commencer tout doucement pour laisser le temps aux derniers retardataires d'arriver. Donc, le plan suivi pendant ce webinaire sera le suivant. On fera une brève partie de rappel, alors qui sera très condensée par rapport au webinaire qu'on faisait l'année dernière. Par contre, si vous voulez en savoir plus ou que vous n'aviez pas assisté à d'autres webinaires, je vous renvoie sur les replays des webinaires précédents qui sont en ligne sur l'Agora Social Club et sur le site internet du GRIV également. On passera à peine de temps également sur la mise en œuvre du projet avec simplement les rappels des grandes étapes. Et ensuite, nous passerons la parole à l'Institut Paoli-Calmettes qui nous fera part de son retour d'expérience concernant le déploiement et l'organisation mise en place. Et enfin, pour terminer, je vous ferai un retour d'expérience sur les discordances qui ont été rencontrées par les établissements entre l'INS et l'identité d'une pièce d'identité. Sans plus attendre, je vous propose de commencer par la première partie. Donc, quelques rappels sur l'INS et le RNIV. En espérant. Voilà, ça y est, ça arrive. Voilà. Donc, tout d'abord, et c'est assez remarquable, l'utilisation de l'INS et l'identito-vigilance sont encadrés par un cadre juridique, un corpus juridique important. Je vous ai mis ici les principaux textes, donc 2 décrets concernant le premier, le NIR, qui autorise les professionnels de santé à utiliser le NIR, le décret qui définit ce NIR comme matricule INS, comme identifiant national de santé, et enfin, un arrêté de mise en application qui est paru assez récemment, il est paru le 8 juin 2021. Et cet arrêté est particulièrement important parce qu'il rend opposable 3 documents fondateurs, le référentiel INS version 2, le guide d'implémentation qui est à l'usage plutôt des éditeurs et qui définit les règles d'implémentation de l'INS dans les outils, et enfin, le référentiel national d'identito-vigilance et en particulier les 5 premiers volets, donc le volet socle opposable à tous et les volets 2, 3, 4 spécifiques des établissements, nous y reviendrons. Pour mémoire, cette identité nationale de santé, c'est vraiment une identité et pas un identifiant. Elle est composée certes d'un matricule, qui est le NIR ou le NIA de l'individu, donc NIR, numéro d'identification au répertoire des personnes physiques, NIA, numéro d'identification d'attente, d'un identifiant technique qu'on appelle l'OID, Object Identifier, ou identifiant de l'autorité d'affectation, qui identifie finalement la provenance de l'INS, atteste bien que cet INS a été récupéré par l'utilisation du téléservice mis en œuvre par l'assurance maladie et permet également à nos systèmes d'information de distinguer un matricule de type NIR
d'un matricule de type NIA. Enfin, l'identité nationale de santé est composée de traits de référence, 5 traits de référence qui sont constitués par le nom de naissance, la liste des prénoms de naissance, le sexe, la date de naissance, le code du lieu de naissance en code INSEE. Pour rappel, cette identité nationale de santé, ça n'est pas l'identité qui provient des bases de l'assurance maladie, c'est vraiment une identité qui provient des bases d'état civil. Et pour aller plus loin, je voulais vous décrire un petit peu le fonctionnement finalement de l'inscription dans les bases d'état civil selon qu'on est né en France ou né à l'étranger. Si on est né en France, on est inscrit, on est déclaré à la mairie. À ce moment-là, il y a un flux informatique qui va partir de la mairie vers le répertoire national d'identification des personnes physiques, qui est un répertoire géré par l'INSEE. Si on est né à l'étranger, mais qu'on vient en France pour travailler et donc on cotise à l'assurance maladie, ou, cas particulier, si on est né en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna, y compris si on est français dans ces deux cas-là. À ce moment-là, l'immatriculation se fait, l'enregistrement de l'identité se fait dans une autre base qui s'appelle le SNGI, ou Système national de gestion des identifiants, qui, elle, est gérée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Et vous verrez que c'est important, ces deux bases, si jamais il y avait une erreur dans l'INS, parce que ça conditionne les acteurs à qui on doit s'adresser, à qui l'usager doit s'adresser, pour faire corriger l'identité nationale de santé. Alors, les bases RNIPP et SNGI, elles sont synchronisées. Une fois par nuit, il y a une synchronisation entre ces deux bases. Le téléservice INSI, il ne va pas directement attaquer les bases RNIPP ou SNGI. En fait, il va attaquer une base qu'on appelle le RFI en règle générale. Et vous voyez que cette base RFI, c'est une réplication du SNGI par l'intermédiaire d'une autre base qui est le répertoire national des identifiants de l'assurance maladie, ou le RNIAM, qui est également géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Donc vous voyez que finalement, toutes ces bases sont synchronisées, mais il y a un délai. Là, entre le RNIPP et le SNGI, c'est une fois par 24 heures. Ici, c'est une fois par 24 heures également entre le RNIAM et le RFI. Ce qui veut dire qu'entre une modification au RNIPP et la répercussion de cette modification sur le RFI, qui est la base qui est attaquée par le téléservice, il peut se passer jusqu'à 48 heures. Voilà. Ça peut aussi expliquer, dans de rares cas, quelques discordances. Alors, le téléservice, venons-en au téléservice, on va passer assez rapidement. Il permet maintenant deux opérations, la récupération de l'INS et la vérification de l'INS. Et on peut s'authentifier de deux façons, soit en utilisant une carte CPX nominative, soit en utilisant un certificat serveur, donc une authentification logicielle, une authentification de personne morale. Ça, c'est nouveau depuis le mois d'octobre 2022. Avant, on ne pouvait utiliser que les cartes CPX nominatives. Voilà. L'opération de récupération de l'INS, elle peut se faire de deux façons, soit par lecture de la carte vitale, soit par interrogation, par saisie des traits. Et vous voyez sur ce petit schéma que selon qu'on fait un appel par lecture de la carte vitale ou qu'on fait un appel par saisie des traits, ce ne sont pas tout à fait les mêmes bases qui sont interrogées en premier. Si on fait un appel par carte vitale, pour tous les usagers qui dépendent du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime hébergé par l'assurance maladie, c'est la base RFI qui est attaquée. Pour les usagers qui dépendent de régimes spéciaux, type la mutualité sociale agricole, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, la MGEN, donc l'assurance maladie de l'éducation nationale, donc ça représente à peu près 10% des usagers, à ce moment-là, on n'interroge pas directement le RFI, on interroge le SNGI.
Et ces deux modes d'interrogation en fonction de la caisse d'assurance maladie, ça peut expliquer également certaines discordances et certains comportements différents. Si par contre on interroge ce téléservice par saisie des traits, à ce moment-là, c'est systématiquement le RFI qui est interrogé en première intention. S'il retrouve une identité correspondant au trait utilisé, à ce moment-là, il la retourne. Si par contre il n'en retrouve pas, en deuxième intention, il va interroger l'autre base, le SNGI, et dans le SNGI, il y a un algorithme de ressemblance qui est utilisé, alors que dans le RFI, c'est uniquement de l'égalité stricte. Ça veut dire que dans certains cas, quand on interroge le SNGI, donc en première intention ici par lecture de la carte vitale pour les usagers de régimes spéciaux, ou en deuxième intention, quel que soit le régime d'assurance maladie, si on interroge par saisie des traits, on peut avoir un retour d'identité approchante. Voilà. Alors que le RFI, ça sera uniquement de l'égalité stricte. Et si vous pouvez faire le test, si vous faites par saisie des traits, par exemple, pour un usager qui dépend de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, moi j'ai fait le test, vous pouvez avoir, alors c'est bien le bon usager qui est ramené, mais son identité est retrouvée, y compris si le nom, quand c'est un nom composé, n'est pas saisi en entier. Pour continuer sur ces petits rappels, je vous rappelle que l'identité nationale de santé doit être qualifiée. C'est à cette condition qu'on peut utiliser le matricule INS et l'identifiant technique pour référencer les données de santé avec le matricule et donc utiliser ce matricule pour partager et échanger des données. Qualifier une identité nationale de santé, ça veut dire utiliser le téléservice pour la récupérer et avoir vérifié l'identité de l'usager en utilisant les procédures d'identitovigilance qui sont définies dans le RNIV. Pour faire un petit rappel maintenant sur le RNIV, je vous rappelle qu'il est composé de 5 volets. Les 2 volets qui vous concernent, établissement de santé, c'est le volet 1, les principes communs, et le volet 2, donc l'identitovigilance en établissement de santé. Le périmètre du RNIV est un périmètre assez large puisqu'il va traiter de gouvernance, il va traiter de formalisation des documents et des documents que vous devez avoir en votre possession, donc la charte, les procédures, la description des systèmes d'information, tout ce qui est gestion des habilitations et des droits d'accès. Il va traiter également de pilotage de la thématique et d'évaluation en recommandant de réaliser des audits de pratique, de suivre un certain nombre d'indicateurs, de définir et mettre en œuvre un plan d'action et enfin annuellement de fournir un bilan d'activité. Évidemment, ce RNIV, il va traiter d'identification primaire, de gestion, il définit bien toutes les règles de gestion de l'identité, et toutes les règles de gestion de l'INS. On va faire quelques rappels sur cette identification primaire juste après. Voilà. Le RNIV traite également d'identification secondaire. Je vous ai mis ici quelques principes clés, mais je n'ai pas du tout été exhaustive. Donc, l'idée, c'est vraiment d'utiliser systématiquement des questions ouvertes, de pouvoir utiliser des dispositifs physiques d'identification et de réaliser systématiquement un contrôle de cohérence entre l'identité déclinée et l'identité présente sur les documents de la prise en charge, donc les prescriptions, les étiquettes, les piluliers, etc. Enfin, sur une vigilance, il est nécessaire de gérer les risques, donc gérer les risques a priori, faire réaliser une cartographie des risques, gérer les risques a posteriori, soit déclarer, analyser les événements indésirables et mettre en œuvre des actions d'amélioration, former le personnel et surtout informer et faire participer l'usager à son identification. Je vous rappelle maintenant très rapidement quelques éléments sur quelques exigences sur l'identification primaire.
Donc, le RNIV dit qu'il y a un certain nombre de traits qui sont obligatoires pour créer une identité. Ces traits sont le nom de naissance, le premier prénom, la date de naissance, le sexe et le lieu de naissance. Et ce qui nous importe là, c'est le code géographique officiel du lieu de naissance, dit code INSEE. Dès que possible, il faut compléter cette identité en enrichissant par des traits complémentaires tels que le nom et le prénom utilisés. Il faut appeler le téléservice INSI pour les usagers éligibles. À ce moment-là, après la réalisation du contrôle de cohérence entre l'identité retournée par le téléservice et l'identité de la pièce d'identité, si ce contrôle est positif, on remplace les traits locaux par l'INS. Et si l'identité était validée, à ce moment-là, on aura une identité qualifiée. Les règles de saisie qui sont définies dans le RNIV ont été définies pour être cohérentes avec le format de l'INS qui est retourné par le téléservice, soit tous les caractères en majuscules sans utiliser de caractères spéciaux ou diacritiques. On conserve par contre maintenant les tirets et les apostrophes, alors que précédemment, il y avait une instruction ministérielle en 2013 qui nous avait demandé de les remplacer par des espaces. Et évidemment, on n'utilise jamais d'abréviation. Les statuts de l'identité, je vous le rappelle, sont au nombre de 4. Donc le statut identité provisoire, qui est le statut par défaut d'une identité créée localement, dont la cohérence n'a pas été contrôlée par rapport à un document d'identité. Si on a pu contrôler la cohérence des traits saisis avec ceux présents sur une pièce d'identité à haut niveau de confiance, à ce moment-là, par action volontaire de l'utilisateur, on passe cette identité au statut identité validée. Si on a fait appel au téléservice INSI, on a créé l'identité ou qu'on a remplacé les traits locaux par les traits de l'INS. À ce moment-là, l'identité est au statut récupéré si sa cohérence n'a pas été contrôlée par rapport à un dispositif de haut niveau de confiance. Elle est au statut qualifié si sa cohérence a été contrôlée par rapport à un dispositif de haut niveau de confiance. Les dispositifs de haut niveau de confiance, je vous le rappelle, sont la carte d'identité française, européenne et pour les pays de l'Europe géographique également, le Monaco, le Vatican, Andorre, le Liechtenstein et d'autres sans marins. Et un autre pays, je crois que c'est la Norvège, de mémoire. Le passeport, le titre de séjour. Alors, au début, ça n'était que le titre de séjour permanent qui était accepté, et c'est ce qui a écrit dans le RNIV aujourd'hui, mais il va y avoir une évolution du RNIV pour que vous puissiez accepter, pour que vous puissiez qualifier une identité, y compris avec un titre de séjour pluriannuel ou temporaire. Donc l'utilisation des statuts de l'identité, je vous le rappelle, est obligatoire. Pour terminer sur ces rappels d'identification primaire, je voulais m'attarder un tout petit peu sur les attributs de l'identité, dont l'utilisation est facultative, mais fortement recommandée. Donc le RNIV a distingué 3 attributs. L'attribut identité douteuse, qui doit être utilisé quand on a un doute sur l'identité alléguée par l'usager. L'attribut identité fictive, quand on utilise volontairement une identité fictive pour soit un usager incapable de décliner son identité, soit dans les cas légaux d'anonymat. Ces 2 attributs ne peuvent être liés qu'au statut provisoire et interdisent l'appel au téléservice INSI. Le dernier attribut, c'est l'attribut identité homonyme que vous pouvez utiliser pour attirer l'attention des utilisateurs sur la présence dans votre base d'identité de plusieurs identités proches. Et cet attribut, évidemment, n'interdit pas du tout l'appel au téléservice et peut être associé à tous les statuts de l'identité. L'INS, si on la récupère, c'est pour l'utiliser. Donc, le RNIV définit également, et c'est également précisé dans le référentiel INS, quels sont les traits qui doivent obligatoirement figurer sur les documents si l'INS est qualifié.
Donc, finalement, le matricule INS et son identifiant technique, le nom de naissance, le premier prénom, la date de naissance et le sexe. Et quel que soit le statut de l'identité, qu'elle soit qualifiée ou non, le RNIV précise qu'il faut obligatoirement, sur tout type de document, qu'il s'agisse d'étiquettes, de documents internes, de documents externes, et y compris sur les interfaces homme-machine, qu'il doit y avoir obligatoirement mentionné le nom de naissance, le premier prénom, la date de naissance et le sexe. Sur les étiquettes, un micro-focus, si ce sont des étiquettes destinées à identifier des documents qui vont être transmis à un autre domaine d'identification ou à un partenaire, à ce moment-là, si l'identité est qualifiée, il faudra bien que les étiquettes comprennent le matricule INS et l'OID, en plus des 4 traits minimaux. Par contre, si ce sont des étiquettes exclusivement à usage interne, dans l'hôpital, dans l'établissement, ou si ce sont des étiquettes qui sont destinées à identifier des prélèvements, qui seront de toute façon accompagnés d'une prescription, à ce moment-là, il n'est pas indispensable, il n'est pas obligatoire d'inscrire, de faire figurer le matricule INS et l'identifiant technique. Donc, finalement, les impacts de l'INS, ils sont triples. Pour vous, qui devez récupérer l'INS et sécuriser l'identification de l'usager en appliquant les mesures définies par le RNIV, pour les usagers qui maintenant sont tenus d'apporter la preuve de leur identité, et pour les éditeurs qui ont dû obtenir l'agrément CNDA pour intégrer le téléservice INSI et faire des évolutions dans leurs outils pour être conformes aux exigences du guide d'implémentation qui traduisent elles-mêmes les exigences systèmes d'information qui sont présentes dans le RNIV. Pour terminer cette partie de rappel, je vous propose juste 2 diapositives de rappel sur les grandes actions à mettre en œuvre dans votre projet INS et de mise en conformité avec le RNIV. Donc, dans votre projet, il y a 3 aspects obligatoirement. Il y a un aspect organisation et identitovigilance. Il y a un aspect système d'information, mise en conformité de votre système d'information, commande de carte CPX, commande de lecteur de carte si besoin, commande de certificat serveur et évidemment mise en place de la version INS de votre outil et réalisation de tests sur cette version avant de passer en production. Et enfin, une 3e partie qui est juridique, de mise à jour de vos conventions et de vos contrats avec vos sous-traitants ou vos prestataires ou vos fournisseurs de logiciels, et de mise à jour également de votre documentation relative à la protection des données personnelles. L'information des usagers est également extrêmement importante, car s'ils ne peuvent pas s'opposer à l'utilisation de l'INS, qui est une obligation légale inscrite dans le Code de la santé publique, ils doivent, selon les exigences du RGPD, être informés. Sur l'identitovigilance et les organisations, il y a plusieurs aspects sur lesquels vous devez réfléchir. En particulier, c'est comment je vais récupérer l'INS et qui va le récupérer. Qu'est-ce qui va se passer si j'ai des échecs lors d'appel au téléservice INSI? Qu'est-ce que je vais faire si l'INS diffère de l'identité locale ou si l'INS diffère de la pièce d'identité? Si j'ai des accueils en heure de permanence des soins ou des accueils par des soignants, est-ce que je les autorise à appeler le téléservice, à récupérer et à qualifier l'INS? Et enfin, une fois que ma base sera peuplée d'INS et que je devrai périodiquement vérifier ces INS en faisant appel à l'opération de vérification du téléservice INSI, quelle sera la conduite à tenir si j'ai un retour KO, donc j'ai un échec de l'opération de vérification? Eh bien, écoutez, après ces rappels un petit peu rapides, je vais tout de suite laisser la parole à Isabelle Barbier et à Céline Barbieri, qui vont vous faire part du retour d'expérience de l'Institut Paoli-Calmettes. Et surtout, n'hésitez pas à leur poser ou à me poser, si besoin, les questions dans le chat.
Isabelle, je vous laisse partager votre écran ou vous voulez que je projette? Je vais essayer. Si vous me dites que personne ne voit mon écran, ça marche. C'est en train d'arriver. C'est tout bon, vous pouvez y aller. À vous la parole, Isabelle. Bien, bonjour à tous. Nous sommes avec Céline Barbieri, les responsables de l'identité-vigilance sur l'Institut Paoli Calmette à Marseille. Donc moi, je suis la référente, je suis cadre de santé de formation, et Céline Barbieri est correspondante d'identité-vigilance pour l'établissement. Donc, Pourquoi il ne veut pas changer de diapo? Normalement, c'est sur votre écran, voilà. Isabelle. Voilà, ça, c'est oui, arrivé. Là, voilà, j'ai trouvé. Donc, on va présenter rapidement le contexte dans lequel on s'est mis en place. Donc, la cellule d'identité-vigilance a commencé en janvier 2010. Depuis, on travaille sur cette cellule. Donc, on avait quand même un peu d'antériorité. Elle est constituée de soignants, de médecins, le médecin du DIM, par exemple, de médecins hémovigilants, de cadres de santé, du laboratoire, du service clinique, des manipulateurs radio et d'administratifs, le responsable du bureau des entrées, la responsable du secrétariat, un chef de projet de la direction du système d'information. Donc, elle regroupe beaucoup de professionnels. Et à ce jour, elle est sous ma responsabilité. Donc, moi, je suis cadre de santé, chargée de mission de qualité et gestion des risques auprès de la direction des soins. Il y a 6 ans, on a créé un poste de correspondant d'identité-vigilance. Et depuis maintenant bientôt 1 an, ce poste est à temps plein. Et c'est Céline qui l'occupe. Alors, comment on est organisé au niveau de l'accueil? L'accueil dépend exclusivement du responsable du bureau des entrées. Tous les agents d'admission, une carte CPE individuelle, on a compté que ça faisait à peu près 10 ans que chacun avait sa carte. Il y a plusieurs points d'accueil, en hospitalisation traditionnelle, en ambulatoire, en imagerie, en scénologie, aux consultations, en radiothérapie, sachant que le site de Gap est rattaché à l'Institut Paoli Calmette, en médecine nucléaire. Mais en fait, tout le monde utilise les mêmes procédures, les mêmes modes opératoires. Et toutes ces procédures et modes opératoires sont regroupés dans un seul système de gestion documentaire que tout le monde auquel tout le monde a accès. Et on a aussi qu'un seul logiciel, c'est Hôpital Manager de software médical, qui concentre le dossier administratif et le dossier médical des patients. Pour la création d'identité, en fait, les identités ne sont créées que sur Hôpital Manager, puis sont transmises automatiquement en temps réel, en fait, le cas échéant sur les logiciels métiers. Alors, pour la chimio, il y a un logiciel, pour le laboratoire, la radiothérapie, il y en a 24 en tout. Mais il n'y a pas de ressaisie, il n'y a jamais de ressaisie d'identité, c'est l'identité créée sur HM qui est utilisée. Il est rappelé sur tous les supports à destination des patients, c'est-à-dire aussi bien sur le site, l'application, le livret d'accueil, qu'ils doivent se présenter avec une pièce d'identité. Et les modalités de création sont toujours les mêmes. Le nouveau patient a une identité créée avec un numéro d'IPP, donc le nom de naissance, le nom usuel, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, et ce numéro d'IPP qui est un numéro d'ordre chez nous, donc qui commence maintenant par 22 plus 5 chiffres, et aucun patient n'a le même numéro d'ordre. Donc ça nous permet d'avoir une sécurité supplémentaire. Si le patient a son document d'identité, donc il est scanné dans son dossier, et le lendemain de sa venue, Céline, la correspondante, vérifie les traits d'identité et valide l'identité. Il y a une cause disponible sur le dossier. Et on a fait le choix depuis très longtemps que sur les aujourd'hui 1800 personnes qui travaillent à l'Institut, il y en a moins d'une dizaine qui peuvent modifier une identité. Ça, c'était pour le constat de nos prérequis, on va dire. Donc, on a commencé en septembre 2020. On a commencé par assister à une présentation à Marseille. Durant l'automne, on a mis en place un groupe projet, un groupe restreint. La responsable du bureau des entrées, le chef de projet informatique, le médecin du DIM, la correspondante et moi-même. On s'est approprié le RNIV, chacun son tour.
On a fait un état des lieux des 24 logiciels métiers qu'on avait et bien sûr un état des lieux avec Software Médical. En décembre, on a répondu au questionnaire du GRID sur l'auto-évaluation qui nous a permis de savoir où on en était. Et à partir de janvier, Céline, la correspondante, a commencé à former les agents d'accueil aux nouvelles règles issues du RNIV. Donc petit à petit, tous les agents d'accueil, tous les gens susceptibles de créer à un moment donné une identité. Donc on a mis aussi en place des réunions annuelles du groupe projet, petit à petit, pour suivre. Et puis, la direction du système informatique nous a mis en production la version qui nous a permis d'avoir les nouvelles règles d'identité. C'est la version 1.20.09, juste pour l'histoire. Et on a présenté notre projet au comité opérationnel des risques où était présent la direction générale. En mars, on a réalisé des tests d'accès à l'INS par le responsable du BE, Céline, sur la version d'après, donc la première version de 2021 qui permet l'accès à l'INS. En avril, Céline a commencé à corriger systématiquement les identités des nouveaux patients. Alors, les nouveaux patients de la veille, c'est-à-dire aujourd'hui, elle va corriger les nouveaux patients qui sont arrivés hier et elle va aller corriger aussi les patients qui sont prévus en hospitalisation complète de demain. Donc, on va corriger les tirets, les apostrophes, vérifier l'entièreté des prénoms. Et on a mis en production cette version-là. Mise en production, donc on est le 25 mai 2021, on démarre, on est tout content, en production par la correspondante. Donc, aujourd'hui, donc 25 mai, elle a vérifié et elle nous produit l'INS pour les patients prévus en hospitalisation complète demain et pour les nouveaux patients de hier. Et le 10 juin, eh bien, nous nous sommes arrêtés après à peu près 900 patients parce qu'il y avait beaucoup de discordances sur les prénoms et surtout, le 10 juin, il y a eu une erreur sur une identité, sur une date de naissance. Il y avait 3 jours d'écart sur la date de naissance et bien sûr, c'est passé à aller au bloc opératoire et on était contents de notre côté parce que tout avait bien marché. Le patient n'a pas été opéré parce que tout le monde s'est fait. Il a été opéré, mais tout le monde a tout arrêté parce qu'on s'est aperçu que la date n'était pas cohérente du brancardier à la salle d'opération, tout le monde était sur le coup. Donc on s'est arrêté, net. Et pendant l'été 2021, sous la pression de notre service informatique, je pense, l'éditeur, donc Software Médical, a créé une fenêtre de comparaison qui s'ouvre quand l'identité proposée par l'INS n'est pas tout à fait la même que l'identité qui est sur notre dossier. Donc, avec le groupe projet, on a fait le choix de ne garder de ces discordances que 2 cas. S'il y a une erreur d'orthographe sur les 2e et 3e prénoms, la modification du code INSEE de la ville de naissance, ça c'est un peu obligatoire parce qu'il y a des gens qui sont nés avec des codes qui n'existent plus. Donc, ça c'était obligatoire. Le prénom, c'était un choix institutionnel. Et le 20 octobre, nous avons recommencé avec la version de juillet de 2021 qui porte cette fenêtre. Donc, on a repris la production de l'INS, toujours pareil, toujours en back-office. Donc, pour les patients, pour les nouveaux patients, c'est toujours à J+1, c'est-à-dire que c'est toujours les nouveaux patients de hier. Et pour les patients en hospitalisation, c'est ceux de demain. On a complété, Céline a complété par ceux prévus en hôpital de jour de chirurgie et ceux de la radiothérapie, aussi bien sur Marseille que sur Gap. On a parallèlement tenu un répertoire informatique recensant tous les refus, la qualité et la quantité. Et on vous présentera tout à l'heure avec Manuela une petite liste de ce qu'on a retenu. Et on s'est créé des indicateurs pour savoir tous les jours combien on crée d'INS. Depuis janvier 2022, donc depuis un mois, on a étendu les recherches à tous les patients, toujours en back-office, tous les patients, sauf les patients qui viennent en consultation.
c'est un choix. Parce que la consultation, c'est qu'une porte d'entrée à l'Institut. Ils vont revenir forcément, donc on a fait ce choix-là. Alors pour 2022, nos objectifs, c'est l'insertion de l'INS sous forme de numéros, de chiffres et de data matrices dans tous les modèles bureautiques. Alors les comptes rendus, les ordonnances de sortie, les courriers, les lettres de liaison. L'évolution des outils et interfaces permettant de transmettre et recevoir l'identité INS aux applications liées, c'est-à-dire à tous nos logiciels métiers. Donc, je vous ai dit, il y en avait 24. En priorité, ceux qui créent des modèles bureautiques. Par exemple, Geno et Diamix sont nos logiciels de laboratoire qui créent des comptes rendus, ou le logiciel de chimiothérapie qui crée des ordonnances, par exemple des ordonnances de sortie avec de la chimiopérose. Et bien sûr Cursus, puisque le FS crée des ordonnances, Cursus et le FS, et ça crée des ordonnances. L'évolution des interfaces d'envoi des comptes rendus au DMP pour répondre aux prérequis du Ségur numérique pour lesquels on a répondu à la phase 1. Ça, on attend que notre éditeur se manifeste. Mise à jour de toutes nos procédures parce que petit à petit, on va intégrer l'INS à toutes nos procédures d'identité-vigilance. Donc, vous voulez être sûr de ce qu'on faisait avant de commencer. Et supprimer les scans des justificatifs d'identité pour les identités qualifiées, ça aussi petit à petit, vu les directives de la CNIL. Mais on n'a pas commencé. Si on analyse la période qui est écoulée, bien, en fait, l'intégration par les agents d'accueil des principes d'identification des patients suite au RNID, ça s'est plutôt bien passé, mais on a la chance d'avoir un correspondant qui ne fait que ça et qui est là pour aider les agents et les former. La récupération en back-office par une seule personne, c'est toujours pareil, c'est toujours Céline, on a la chance d'avoir ce poste-là à temps plein. Et bien sûr, il faut que la procédure dégradée prévue en cas de son absence, parce que sinon on ne fonctionne plus. Et on a une topologie de patients qui est particulière, puisque les patients reviennent, et qu'on a à peu près toutes les disciplines au sein même de l'établissement, donc on a peu d'échanges, on va dire, avec l'extérieur, et qu'on fait beaucoup de choses de nous. Et que le patient, si on ne le capte pas pour son INS à la consultation, on le captera quand il viendra en imagerie, on le captera quand il sera hospitalisé, on le captera quand il viendra en hôpital de jour pour sa chimio, on le captera à d'autres moments. Donc c'est le choix qu'on a fait. Voilà. Et je pense que la dernière diapo, c'est quelques chiffres qu'on vous a mis. Donc, pour la période du 13 octobre, on a recommencé au 31 décembre. On a créé 75% de nos patients, sur les patients éligibles, puisque tous nos patients n'étaient pas éligibles, c'est normal. Sur les 5300 patients éligibles, on en a créé 75%. Et on est arrivé à avoir 82% d'INS créés à partir de l'appel. Et pour les motifs de non-récupération, il y en a quelques-uns donc, qui vont de l'absence de justificatif à la discordance. Voilà. Bien, merci beaucoup Isabelle. Il y a eu pas mal de questions dans le chat et Céline a répondu à certaines. Par contre, il y en a peut-être une qui est intéressante, sur laquelle il n'a pas été répondu. C'est est-ce que dans Software, vous avez bien ah non, c'était les indicateurs sur les statuts de l'identité. Oui. Et donc, vous confirmez, c'est bien un fichier Excel, mais vous ne pouvez pas avoir les indicateurs de tant de pourcents d'identité validée, qualifiée, etc. En fait, sur Software Manager, sur Hospital Manager, on peut faire des requêtes, mais on a préféré pour l'instant les tracer sur un fichier Excel. Céline le fait très bien, parce qu'on conserve aussi la qualification de la discordance. Céline, vous êtes d'accord? Oui, c'est ça. En fait, on trace tous les problèmes qu'on rencontre. Alors, ce qu'on arrive à valider, ce que l'on ne peut pas parce qu'il y a une discordance, et les problèmes techniques qu'on rencontre. En fait, tout est noté.
Mais normalement, ils doivent, Software et tous les éditeurs, hein, je le dis pour tout le monde, doivent vous fournir la possibilité de requêter sur le taux d'identité validée, qualifiée, Oui, provisoire, etc., récupéré. Pourquoi? oui, Parce que ce sont des nouveaux indicateurs qu'il va falloir renseigner dans OSIS, l'Observatoire des systèmes d'information en santé, et probablement qu'il faudra rendre dans le cadre de SUNES. Donc, oui. c'est intéressant de le suivre également. Et pour les Mm. établissements qui sont en début ou qui démarrent, idéalement, quand vous commencez, c'est des indicateurs, au moins le taux d'identité qualifiée qu'il faut suivre de façon très rapprochée, presque, j'ai envie de dire, le premier mois, toutes les semaines. Et après, quand on voit que l'organisation mise en place est efficace, à ce moment-là, on peut espacer les suivis pour arriver à un suivi progressivement trimestriel. En fait, sur Software Manager, sur le dossier du patient, il y a une coche identité validée qui est nouvelle, hein, qui date des versions de 2021, qui nous permet de savoir déjà si l'identité elle est provisoire ou validée, chose qu'on demandait depuis 12 ans qu'on a 10 ans qu'on a Software. Mais là, ils l'ont fait parce qu'ils étaient obligés. Et déjà, on peut requêter là-dessus. Et oui, HM permet de requêter beaucoup, beaucoup de choses. Et pour les pièces d'identité, Céline a répondu, non, elles ne sont pas détruites automatiquement. Après, c'est vrai qu'on peut les garder 5 ans après la fin du traitement. Alors, on se sert un petit peu du fait que le traitement pour ceux qui ne connaissent pas, on ne fait que de la cancérologie. Donc, 5 ans après la fin du traitement, ça peut mener très loin. Donc, on se sert un petit peu de ça pour l'instant. Et notre souci, on en parlait ce matin avec Céline, c'est que on va les détruire, on va les supprimer, donc elles ne seront plus visibles. Mais il faut que Software Médical nous dise ce qu'elles vont devenir, où elles sont. Alors, pour revenir sur les pièces d'identité, juste apporter une petite précision. Donc, la CNIL a bien autorisé à garder ces pièces 5 ans, jusqu'à 5 ans après la dernière venue du patient, dans des conditions de sécurité. Il faut qu'elles soient chiffrées et idéalement que l'éditeur, qu'évidemment tous les personnels ne puissent pas y accéder, hein, qu'il y ait des besoins d'un droit d'accès particulier. Et normalement, ce sont les éditeurs qui doivent faire évoluer leurs outils. Alors, pour l'instant, il n'y en a pas un qui l'a fait, hein, pour vous proposer à la fois le cryptage et puis des scripts de suppression automatique des pièces, pas qu'on ait à revenir à la main dessus. Et enfin, pour apporter une précision à ce que vous avez dit, Isabelle, sur le fait, dans les premières versions INS qu'a proposé Software Médical pour Hospital Manager, si le téléservice ne ramenait qu'une seule identité, à ce moment-là, Software ne proposait pas la fenêtre de comparaison à l'utilisateur et acceptait directement cette identité, même si elle était différente. C'est quelque chose que moi, j'avais fait remonter à l'éditeur après des tests qu'on avait fait sur un établissement de Nice au mois de mars 2021. Ils ont été un peu longs à faire les modifications. Maintenant, c'est bon. Donc, il y a bien la fenêtre de comparaison et vous avez le choix d'accepter ou non l'INS. Par contre, de mémoire, cette fenêtre de comparaison, elle n'est pas si facile que ça à lire parce que les champs différents ne sont pas mis en évidence par des couleurs différentes. Il me semble que c'est ça, vous confirmez, Céline? Oui, je confirme. Il n'y a pas de différence, il faut bien regarder. Ça ne sort pas en gras, enfin, il n'y a pas de... C'est pas distinct. Voilà, alors que d'autres éditeurs ont proposé du vert quand c'était pareil, du rouge quand c'était différent et c'était plus facile à regarder. Alors, pour répondre à Aurélie Goudissart-Philippe, si vous, Osiris, alors moi, alors c'est un DPI Osiris, mais effectivement qui peut servir de référentiel identité en fonction des organisations, des établissements. Moi, je ne l'ai pas encore vu, la version INS. Par contre, si vous avez des réels problèmes, vous pouvez me contacter directement par mail. Sophie va vous mettre mon mail dans le chat et on pourra organiser, grâce à l'ANS, une réunion avec l'éditeur si c'est pertinent.
Ben, écoutez, je pense qu'on a répondu à toutes les questions du chat. Encore un grand merci, Isabelle et Céline, pour ce partage d'expérience. Et je vous propose qu'on passe à la dernière partie de ce webinaire, donc, qui est le retour finalement sur les discordances rencontrées. Et dans ces discordances, merci à l'Institut Paoli-Calmettes qui nous en avait signalé. Et j'en profite pour remercier tout le monde parce que tout ce retour d'expérience sur les discordances qui va être fait maintenant, c'est grâce au retour des établissements de la région, mais également au retour d'établissements et de grades d'autres régions, et ce qui nous a permis de rédiger la fiche pratique du GRIV que je vous présenterai à la fin. Alors, est-ce qu'on voit bien mon support en grand écran? Oui, ça y est, c'est bon. Alors, les discordances qu'on peut rencontrer, elles ne sont pas si rares que ça, comme l'a dit Isabelle. Lors d'une étude qu'on a faite sur plusieurs établissements, alors de PACA cette fois-ci, on a évalué la fréquence de ces discordances à peu près 5%. Mais vous allez le voir, toutes n'empêchent pas la qualification de l'INS. On peut séparer ces discordances en deux origines. Un premier type de discordance qui est dû finalement à des logiciels qui ne respectaient pas les recommandations du guide d'implémentation et du RNIV et qui interprétaient à leur manière le retour du téléservice. Donc celles-ci, on va les évacuer très rapidement puisque maintenant avec le Ségur du numérique et les dossiers de spécification de référencement qui sont mis en place par l'Agence du numérique en santé, les éditeurs vont tous se mettre en conformité et ce type de discordance va disparaître. Enfin, ce qui ne va pas disparaître, ce sont les réelles discordances entre l'identité nationale de santé et l'identité présente sur une pièce d'identité. Et ces discordances, elles peuvent concerner tous les traits d'identité. La seule chose qui ne nous a pas encore été remontée aujourd'hui, ce sont des discordances sur le sexe. Pour évacuer très, très rapidement le premier type de discordance, donc dû à un outil qui n'est pas conforme, je vous ai mis ici un exemple. C'est des outils, par exemple, qui n'avaient pas de champ liste des prénoms. Ils avaient un champ premier prénom, puis peut-être un champ deuxième prénom, un champ troisième prénom. Et dans le retour du téléservice, dès qu'il rencontrait un espace, il le plaçait dans un champ différent. Ce qui fait que si on avait un prénom composé, par exemple Jean-Claude, mais sans tiret, ça arrive, hein, il y a des prénoms composés sans tiret, et ben, le logiciel disait le premier prénom c'est Jean, le deuxième c'est Claude et le troisième c'est Pierre. Mais ça, c'était vraiment dû à l'interprétation du téléservice. Dans les dossiers de spécification de référencement, il est maintenant vérifié que le champ premier prénom est modifiable par l'utilisateur, qui peut éventuellement rajouter un autre prénom à la suite du moment que ce sont les premiers de la liste des prénoms, et que chaque outil dispose bien d'un champ liste des prénoms. Donc, maintenant, on va s'attarder, parce que c'est ça qui vous intéresse et c'est ça le plus important, sur les discordances qu'on rencontre entre l'identité nationale de santé et la pièce d'identité. Et ces discordances, on peut les expliquer dans certains cas. Donc, il faut savoir que l'identité nationale de santé provient, comme on l'a vu en début de webinaire, du RNIPP ou du SNGI. Et cette identité, c'est celle qui a été enregistrée à la naissance de l'usager ou lors de l'immatriculation pour le SNGI. Sur la pièce d'identité, l'identité provient d'une base différente qui s'appelle la base TES, titre électronique sécurisé. Et cette identité, c'est celle qui est communiquée lors des demandes de pièces. Alors, les traits d'identité ne vont pas changer, mais parfois les codes géographiques officiels des lieux de naissance vont changer. Pourquoi? Parce que dans le RNIPP ou le SNGI, l'identité, elle est figée, et donc le code du lieu de naissance, ça sera celui qui existait au moment de l'immatriculation, donc la naissance ou l'enregistrement pour les étrangers. Par contre, dans la base TES, on utilise le code qui est existant au moment de la demande de la pièce. Et donc, les codes peuvent être complètement différents. Et que les usagers soient nés en France ou à l'étranger, hein.
Il faut savoir aussi que l'informatisation, que ça soit de la remontée d'informations des bases d'état civil local vers le RNIPP ou de la transmission, quand on refait une pièce d'identité, de la transmission électronique des copies d'actes de naissance, c'est assez récent. La transmission vers la base INSEE, l'informatisation, c'est les années 70. Pour la transmission électronique des actes de naissance d'une mairie à l'autre, c'est le dispositif qu'on appelle Comedec, communication électronique des données d'état civil, c'est encore plus récent puisque c'est un dispositif qui a été généralisé en 2017 et qui ne concerne que les communes qui disposaient d'une maternité, d'un hôpital, donc dans les petits villages, quand les gens naissaient à la maison, des choses comme ça, il n'y a toujours pas cette transmission électronique des données d'état civil. Donc ça veut dire quoi? Si l'informatisation est récente, c'est qu'avant, il y avait de la saisie manuelle. Et donc, qui dit saisie manuelle dit erreur humaine, que ça soit dans la base d'état civil d'où est issu l'INS, ou que ça soit dans la fameuse base TES qui contient les identités des pièces d'identité. Donc, des discordances, il y en a plein. Les plus fréquentes, c'est sur les prénoms. Je vous ai mis ici quelques exemples. Ce n'est pas du tout exhaustif, évidemment, ce sont des exemples. En vert, c'est l'identité réelle de l'usager, qui a été connue par interrogation de l'usager. Des erreurs d'orthographe sont très fréquentes. La présence ou l'absence de tiret, donc c'est-à-dire la discordance sur un tiret entre la pièce d'identité et l'identité nationale de santé, c'est extrêmement fréquent. On constate également beaucoup d'erreurs sur le nombre de prénoms, soit plus de prénoms sur la pièce d'identité, soit plus de prénoms sur l'INS. Les erreurs sont plus fréquentes pour les usagers nés à l'étranger. Rappelez-vous le début du webinaire, pour ces usagers nés à l'étranger, ils sont enregistrés par des employés de l'assurance maladie et pas des officiers d'état civil, dans une base qui est gérée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Donc, les gens ont peut-être été moins formés et ils font peut-être plus d'erreurs et puis ils sont peut-être moins accoutumés au prénom. Donc, c'est peut-être plus facile de faire une erreur ou plus compliqué de ne pas faire d'erreur. Voilà. Et pour des usagers nés à l'étranger, on a eu alors 2 cas rapportés, ce n'est pas très fréquent, mais il y en a eu 2, où le premier prénom, mais alors, était complètement différent entre la pièce d'identité, qui était un titre de séjour dans les 2 cas, et l'INS. Et quand on interrogeait l'usager, il certifiait bien que son prénom, son vrai prénom, était celui qui était porté sur le titre de séjour. Voilà. On a eu également des prénoms, c'était les mêmes, mais dans le désordre. Et du coup, le premier prénom n'était plus identique entre l'INS et la pièce d'identité. Et quelque chose qui est relativement fréquent, c'est la francisation des prénoms dans dans le SNGI, dans la base SNGI. Donc là, je vous ai mis un exemple avec Antonio et Antoine, mais on en a eu d'autres qui ont été remontés par les établissements. Et donc, cette francisation des prénoms dans l'INS, elle va aboutir finalement à une discordance sur le premier prénom de l'état civil. Sur les noms de naissance, les discordances sont beaucoup moins fréquentes. Pareil, il n'y a toujours pas de règle. Soit l'erreur est sur la pièce, soit l'erreur est dans l'identité nationale de santé. Les erreurs les plus fréquentes, c'est la présence ou l'absence de tirets ou d'apostrophes. Des noms qui sont simples, sans espace, sur la pièce d'identité et avec espace dans l'INS. Pour des usagers nés à l'étranger, il y a eu quelques cas qui ont été rapportés d'inversion entre le nom et le prénom sur la pièce d'identité, par exemple, par rapport à l'INS et vice-versa. Enfin, dernier cas qui a été signalé à plusieurs reprises quand même, c'est la transcription de caractères qui n'existent pas en alphabet latin. Donc, l'umlaut, par exemple, là, je vous ai mis l'exemple du A, du U et du O, et le S7 en allemand. Dans l'INS, ces noms, ces caractères, excusez-moi, sont transcrits selon des règles qui sont tout à fait connues et communes et admises.
Sauf que sur la pièce d'identité, il n'y a pas de transcription de caractères. On va avoir le A avec, alors ça ne sera pas un umlaut, ça sera un accent, le nom m'échappe, enfin les deux points, là, l'accent avec les deux points. Pareil pour le A, pareil pour le U, mais du coup, cette transcription, ça va aboutir à un nom de naissance qui sera différent. Parce que si on s'appelle Leder, donc L-A umlaut D-E-R sur la pièce d'identité, et Leder L-A-E-D-E-R dans l'INS, ce sont des noms qui sont différents. Sur les dates de naissance, il y a quelques discordances. Donc, en règle générale, ça concerne des usagers qui sont le plus souvent nés à l'étranger. Où là, on va avoir une date de naissance qui n'est pas au format date dans l'identité nationale de santé, donc en format 00/00/année, ou s'il manque que le jour, il y aura 00/mois/année, et s'il manque que le mois, jour/00/année. Ça, c'est pas un format date. Donc, vous ne pouvez pas évidemment récupérer l'INS. Sachez qu'on attend dans la prochaine version du téléservice, qui est annoncée pour le mois de mai ou le mois de juin 2022 par l'assurance maladie, une transformation de ces dates de naissance qui ne sont pas au format date pour respecter les règles d'état civil, qui doivent être normalement respectées également sur la pièce d'identité, mais malheureusement, ça n'est pas toujours le cas. Normalement, à l'état civil, si on a un jour et un mois de naissance inconnus, on doit saisir 31/12. Et c'est bien ce que ramènera le téléservice à partir d'avril ou mai 2022. Par contre, vous en avez sûrement vu, moi j'en ai vu quelques-unes, il y a des pièces d'identité, au lieu d'avoir 31/12, il y a écrit XXXX ou il y a écrit 00 parce que l'erreur est humaine et les employés qui ont fait la pièce d'identité n'ont pas respecté la règle. De même pour les jours de naissance absents ou les mois de naissance absents, de façon isolée, à ce moment-là, ça doit être 01 qui doit être saisi. C'est ce que renverra le téléservice. Par contre, vous n'aurez pas la garantie que ça sera 100% conforme à la pièce d'identité, puisque, comme je vous le disais, la règle, malheureusement, n'est pas assez connue et pas systématiquement respectée. Voilà. Il y a eu un cas d'erreur sur la pièce d'identité, c'est le cas dont vous parlez Isabelle notamment, c'est elle qui nous l'avait remonté. Une patiente qui avait une erreur sur sa pièce d'identité, mais depuis des années, une patiente âgée. Et comme c'était compliqué de faire changer la pièce, elle avait pris l'habitude de décliner la date de naissance qui était sur sa pièce d'identité. Sauf que ce n'était pas sa vraie date de naissance. Et quand l'INS avait été récupéré, donc c'était l'époque où HM acceptait l'INS tout seul quand il n'y avait qu'une seule identité qui correspondait sans proposer d'écran de comparaison à l'utilisateur, au moment de la vérification dans les contrôles avant le bloc opératoire, il y avait une date de naissance, par exemple 13/04 quelque chose, et la patiente a dit « moi je suis née le 3/04 ». Alors, en fait, elle était bien née le 13, mais depuis des années, à cause de cette erreur sur la pièce d'identité, elle disait qu'elle était née le 3 pour être conforme à sa pièce d'identité, finalement. Il y a eu également un cas, alors qui ne s'est pas produit en région, c'était un cas qui nous a été rapporté par le CHR d'Orléans, où il y a un usager qui avait été immatriculé dans le cadre d'une convention internationale de soins entre deux pays. Donc, ces usagers, normalement, ils ne doivent pas avoir d'INS quand ils sont immatriculés dans le cadre d'une convention internationale de soins. Et là, pourquoi cet usager avait son identité qui avait été saisie dans le RFI ? Personne ne sait, c'est un peu le mystère, sauf que du coup, le téléservice a proposé une identité, il n'y avait pas de date de naissance, il n'y avait pas non plus de lieu de naissance. Et chez les sujets âgés également, ça arrive qu'on ne trouve pas l'INS, que le téléservice vous dise, que ce soit par lecture de la carte vitale ou par saisie des traits, non, il n'y a pas d'identité qui corresponde à cet usager. Et donc, c'est pour ça que dans ces cas-là, c'est très important je le redirai tout à l'heure, mais c'est très important d'ouvrir un ticket chez votre éditeur, qui lui-même pourra ouvrir un ticket auprès du GIE Sésame Vital, qui met en œuvre le téléservice de l'assurance maladie,
C'est ce qui s'était produit avec un établissement de la région. Et en fait, c'était une erreur de synchronisation des bases qui a été corrigée. Et après le signalement, quand l'établissement a refait appel au téléservice, l'identité de l'usager a été trouvée. Alors, on va attaquer maintenant une partie qui est un petit peu plus compliquée, mais qui est importante parce que c'est les discordances sur les lieux de naissance. Et ces discordances, elles ne doivent pas empêcher la qualification de l'INS parce que c'est des choses qui ne pourront pas être corrigées. On avait demandé si c'était possible de passer un script dans la base INS pour remettre les choses en concordance. Et ça a été étudié au niveau national, mais il y a trop d'effets de bord potentiels parce que ces bases sont utilisées dans de nombreux usages, par les impôts, l'assurance maladie et autres. Et du coup, ils ne vont pas prendre le risque de passer de script. Donc, ce qui veut dire que ces discordances, elles vont perdurer, mais elles ne doivent pas empêcher la qualification de l'INS. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre le pourquoi de ces discordances. Donc, tout d'abord, il y a des communes, vous le savez, il faut bien se rappeler, pour toutes tout ce qui suit sur les discordances sur les lieux de naissance, il faut bien garder à l'esprit que c'est dû à des règles de gestion différentes entre les bases de l'INS et la fameuse base TES. Donc, le code commune, par exemple, dans le RNIPP et dans le SNGI, je vous le rappelle, c'est celui qui existe au moment de la naissance ou de l'immatriculation. Le code qui existe dans la base des pièces d'identité, c'est le code qui existe au moment de la demande de pièce, de la réalisation de la pièce. Vous savez très bien qu'il y a des communes qui ont changé de code en région parisienne, par exemple, avec la réorganisation de l'Île-de-France. Pas seulement dans le Nord, il y a des communes qui ont disparu, il y a des communes qui se sont regroupées et ailleurs. Il y a le cas de la Corse, par exemple, où à partir de 1976, on a eu les départements 2A et 2B, alors qu'avant, c'était 20 pour toute la Corse. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a très peu d'éditeurs qui gèrent des historiques de codes communs. Vous savez, les éditeurs, dans leur outil, ils ont une correspondance entre les codes et les libellés. Mais pour l'instant, ils ne gèrent que la correspondance des codes communs actuels. Ils ne gèrent pas les antériorités. Ce qui veut dire que si on prend, par exemple, l'exemple d'un usager qui est né à Suresnes en 1960, Suresnes, en 1960, c'était le code commun 75 073. Donc, le téléservice INSI, il va vous ramener 15 073, qui était vrai en 1960, c'était bien Suresnes. Sauf que votre éditeur, il va vous dire, moi, ce code commun, je ne le connais pas. 75 073, ça correspond à aucune commune actuelle. Alors, en règle générale, les éditeurs autorisent la récupération de l'INS et donc le remplacement du code existant, donc par exemple du 92 073 par le 75 073. Pas tous. Par exemple, le logiciel Pastel du MIPI, s'il ne connaît pas un code commun, il empêche la récupération de l'information et donc la qualification de l'INS. Aujourd'hui, c'est son mode de fonctionnement. Pour la Corse, c'est un petit peu pareil, mais en plus complexe, parce qu'il faut savoir que la fameuse base qui s'appelle RFI, que je vous ai montré tout à l'heure et qui est attaquée en premier par le téléservice, elle, aujourd'hui, elle ne sait pas gérer les caractères alphabétiques. Donc, elle sait gérer, elle vous rendra, par exemple, j'ai pris l'exemple d'un village qui s'appelle Sainte-Lucie-de-Talane, elle vous renverra une INS à 20 308 alors qu'on attendrait 2A 308. La petite subtilité, c'est que si jamais la base qui est attaquée est le SNGI et pas le RFI, donc dans le cas, je vous le rappelle, des usagers qui appartiennent à des régimes spéciaux de la sécurité sociale, MSA, MGEN, CNMSS, etc., ou si on fait la saisie, l'interrogation par saisie des traits et que la première recherche dans le RFI est infructueux, à ce moment-là, on va chercher dans le SNGI. Et lui, le SNGI, il sait gérer 2A, 2B. Ce qui veut dire que pour certains usagers nés en Corse, vous pouvez avoir un retour 20
suivi des 3 chiffres du code commune. Et pour d'autres qui seront nés à la même date peut-être, vous pouvez avoir un retour 2A ou 2B suivi des 3 chiffres du code commune. Ça peut être peut-être un petit peu perturbant pour vos personnels du bureau des entrées. On ne pouvait pas, étant en PACA, ne pas faire un focus sur le cas particulier de Marseille. Il faut savoir que Marseille, jusqu'en 2004, a obéi à des règles un peu particulières. C'est-à-dire, quel que soit l'arrondissement dans lequel était né le bébé, le code commune utilisé était le même, 13055, qui correspond à un code générique Marseille. Mais si votre patient il est né dans le 12e, vous vous inscrivez dans votre logiciel, il est né dans le 12e, ça va vous donner un code 13212. Et forcément, vous aurez une discordance si l'usager est né avant 2002, parce que dans l'INS, ça va vous renvoyer 13055. Et c'est une discordance, mais ce n'est pas une discordance. C'est bien le même usager qui est bien né à Marseille. C'est dû à des règles particulières de gestion des identités à Marseille jusqu'en 2002. On peut retrouver le cas dans quelques cas pour Lyon également, mais c'est beaucoup moins fréquent. Voilà. Donc, alors, si ce n'est pas clair, je suis consciente que je vous expose des choses qui sont un petit peu complexes. Donc, si ça n'était pas clair, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Alors, nous en avons fini avec les usagers nés en France. Et maintenant, on va aborder le cas des usagers qui sont nés à l'étranger. Donc, même règle, le code pays dans l'INS sera celui qui existait au moment de l'immatriculation. Je vous ai pris ici 2 exemples, on va s'attarder sur le premier. Je prends l'exemple d'un usager qui est né à Mitrovica, donc au Kosovo, en 1960, qui est arrivé en France et qui a été immatriculé en 2000. Le code INSEE, le Kosovo, en 1960, en 2000, excusez-moi, ça n'existait pas. C'était la Serbie. Donc, quand il a été immatriculé, on a bien saisi un code INSEE, Serbie 99 121. Mais ce patient, il refait faire périodiquement ses titres de séjour, qui ne sont pas des titres de séjour permanents. Et son titre de séjour, s'il date par exemple de 2020, il aura comme pays le Kosovo et pas la Serbie. Et le Kosovo, le code pays actuel du Kosovo, c'est 91 157. Donc, vous pourrez avoir une discordance et pourtant, cet usager sera bien né à Mitrovica, donc dans la même ville, et en 1960. Tout va dépendre de la date d'immatriculation de l'usager, finalement, et de la date d'établissement du titre de séjour. Pour reprendre le même exemple, si cet usager qui est né à Mitrovica en 1960 vient travailler en France en 2020 et est immatriculé en France en 2020, vous n'aurez pas de discordance parce que le Kosovo a son propre code INSEE depuis 2008. Voilà, même chose pour les autres pays de l'Est. Il y a un cas très particulier en France, enfin il n'y a plus de cas très particulier, c'est le cas des usagers qui sont nés dans les anciennes colonies françaises, donc Algérie et les protectorats, Maroc, Tunisie, et l'Indochine également avant 1954. Et l'Algérie, c'est le cas le plus complexe. Il faut savoir que quand on est en Algérie, quand elle était française, il y avait 4 départements. Et donc, il y avait des codes communes qui commençaient par 91, 92, 93, 94. Quand l'Algérie a pris son indépendance, a obtenu son indépendance, tous les usagers, les Français qui étaient nés en Algérie française, ont été immatriculés, a priori, avec le code de l'Algérie étrangère, donc 99 352. Mais il y a eu un décret qu'on appelle le décret Juppé, un décret de 2000, qui a autorisé ces Français d'Algérie à demander une rectification. Parce que ces Français disaient, moi, je ne veux pas que mon code de lieu de naissance commence par 99, je ne suis pas né à l'étranger, je suis né en France. Et donc, cette rectification, elle devait transformer le 99 352 en 91, 92, 93, 94, 352, selon le département de naissance de l'usager.
Mais par contre, cette rectification, elle ne concernait que le code du lieu de naissance présent dans le champ lieu de naissance de l'INS. Et elle ne concernait pas le code commune qui fait partie de la structure du NIR, donc du matricule INS, qui lui restait entre 91 et 94 avec des codes communs allant de 100 à 900. L'erreur étant humaine, il y a eu des erreurs lors de la renumérotation et au lieu de saisir par exemple 91 352 dans le champ lieu de naissance, code du lieu de naissance, l'opérateur a saisi 91 900. Et 91 900, ben, votre système d'information, il va vous dire c'est pas connu. C'est pas connu, donc j'ai une discordance. Et puis 91 900, instinctivement, on va tous penser à une commune de la région parisienne. On ne va jamais penser à l'Algérie, clairement, quoi. Donc, on va se dire, il y a vraiment une discordance. Pas du tout. Ce n'est pas une discordance, c'est une erreur. L'usager est bien né en Algérie. C'est ces choses-là qu'on a demandé à faire corriger par des scripts, mais malheureusement, ça n'est pas possible au niveau national. Et donc, vous voyez que pour ces usagers qui sont nés en Algérie française, ils peuvent très bien avoir du 99 352, comme du 91, 89, etc. Ils peuvent avoir de nombreux codes communs différents dans le champ code lieu de naissance de l'INS. C'est exactement la même chose pour les autres colonies françaises. Donc, l'Algérie, je vous le rappelle, mais le Maroc jusqu'en 56, la Tunisie jusqu'en 56 et l'Indochine jusqu'en 54. Donc, pour l'Indochine, pour les usagers nés avant 54, ça sera 98 suivi d'un code commun. Et après 54, ben, l'Indochine étant devenue, ayant pris son indépendance, à ce moment-là, ça sera 99, donc le préfixe des pays étrangers. Pour le Maroc et la Tunisie, on peut trouver à la fois des codes communs en 99, enfin des codes pays, excusez-moi, en 99, mais également des codes communs avec les anciennes communes françaises. Enfin, le dernier point qui est très important sur les codes des lieux de naissance, c'est qu'il faut savoir que parfois, dans le NIR ou dans le NIA, on est contraint d'utiliser ce qu'on appelle un code extension. Si le nombre de naissances dépasse 999 dans la même commune. Pourquoi la même année ou alors à 100 ans d'écart, si on a une collision entre un centenaire et un nouveau-né. Pourquoi? Parce que si on n'utilise pas un code différent, on va avoir le même NIR et donc on va faire une collision. Donc vous imaginez bien que pour des gens qui sont nés à l'étranger, il y en a beaucoup qui sont nés, comme c'est un code pays et pas un code commune, on arrive vite à plus de 999 naissances dans le même pays d'usagers qui viennent en France pour le même mois et la même année. Donc, on utilise ces codes particuliers. Mais ces codes d'extension, normalement, on ne doit les trouver que dans le NIR et pas dans le champ lieu de naissance. Même chose que tout à l'heure, il y a des erreurs. Il y a des erreurs et parfois, ce qui peut être encore plus perturbant, c'est que certains codes d'extension ont été réutilisés comme des codes de ville au moment du changement de département. C'est le cas de Mayotte, par exemple, au moment de la départementalisation de Mayotte. Il a été réutilisé. Donc là, par exemple, dans l'exemple, c'est à partir du 1er juillet 2011. Il a été réutilisé pour la commune de Kanikeli, un ancien code d'extension de Fort-de-France-Martinique. Donc, vous avez une pièce d'identité avec un patient qui est né à Fort-de-France en Martinique, et puis dans votre logiciel, ça vous dit non, il est né à Mayotte, donc ça peut être particulièrement perturbant. Il faut savoir que tout à l'heure, je vous ai dit que les éditeurs allaient pouvoir gérer des historiques de codes communs pour les communes françaises. Ça, c'est vrai, parce que l'INSEE met à disposition un historique de codes communs. Par contre, l'INSEE n'a pas aujourd'hui
mis à disposition des éditeurs ou des établissements un historique des codes pays. Donc, à aujourd'hui, il n'y a pas d'historique des codes pays. On a réussi à avoir par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, et c'est l'annexe de la fiche pratique 04 du GRIV, une correspondance. Alors, c'est une liste à titre indicatif, ça n'est pas un document officiel, hein, mais on a réussi à avoir donc c'est un fichier Excel qui met en correspondance des codes extension et des codes pays. Et ça, je vous encourage vraiment à l'utiliser parce que de suite, ça vous donne la réponse. Je vous donne un exemple. Vous avez tous eu, je suis sûre, des INS où le code lieu de naissance qui revenait, c'était 99 353, 99 354. Et votre patient, il était né en Algérie. 353, 354, ce sont des codes extension du pays Algérie. Là, je vous ai mis 99 739 comme exemple. C'est un code extension du Portugal. Il y en a pour tous les pays, hein, très clairement. Les établissements nous avaient rapporté des problèmes de discordance sur des usagers nés en Italie, par exemple. Donc après cet exposé un peu dense, un peu complexe et un peu touffu sur les discordances et l'origine de ces discordances, ce qui vous intéresse, je pense, c'est mais j'ai une discordance, qu'est-ce que je fais? Donc ici, on a essayé de vous proposer un arbre décisionnel qui est repris dans la fiche pratique, hein, pour vous aider à décider. C'est une proposition, ça n'est en aucun cas une obligation, c'est vraiment à vous de prendre vos décisions, hein. Et par exemple, Isabelle tout à l'heure vous disait, moi, à l'Institut Paoli-Calmettes, on a décidé d'accepter l'erreur que si c'est sur le deuxième ou le troisième prénom, par exemple, hein. Donc, je vais vous présenter rapidement cet arbre décisionnel. Première question à se poser, c'est est-ce qu'il s'agit bien de la même personne? J'ai pu faire une erreur en sélectionnant le mauvais bénéficiaire sur une carte vitale. Ou j'ai peut-être mis une carte vitale dans le lecteur, mais en sélectionnant à l'origine le dossier d'un homonyme. Si c'est pas la même, c'est la première question à se poser, hein. C'est la même personne ou c'est pas la même personne? C'est pas la même personne, on arrête tout. On ne récupère pas, et puis à ce moment-là, on refait l'appel avec le bon bénéficiaire, on revient, on sélectionne le bon dossier, etc. Deuxième question à se poser, c'est est-ce que cette discordance va porter sur un trait que je vais utiliser pour la recherche d'identité? Qu'est-ce qu'on utilise pour rechercher une identité? La date de naissance, le nom de naissance, le premier prénom, le sexe. Si ça porte sur un trait utilisé pour la recherche, on conseille de ne pas récupérer l'INS et de garder l'identité conforme à la pièce d'identité. Pourquoi? Parce que si l'usager revient dans votre établissement, vous allez rechercher l'identité par rapport à la pièce d'identité maintenant. Et je prends l'exemple de la francisation des prénoms, Antoine et Antonio. Si vous tapez Antonio parce que le gars, il vous présente la pièce d'identité où il y a écrit Antonio, même s'il vous propose Antoine, vous allez vous dire non, ce n'est pas le même. Antoine et Antonio, ce n'est pas la même chose. Je ne vais pas faire une collision. Donc, vous avez un risque de créer un doublon. Et l'idée, c'est quand même de ne pas créer de doublon parce qu'on n'a plus l'unicité du dossier médical et il peut y avoir des conséquences sur la prise en charge du patient. Donc, la discordance porte sur un trait utilisé pour la recherche. On ne remplace pas les traits locaux par l'INS. On ne récupère pas l'INS. Par contre, la discordance porte sur le code lieu de naissance et souvent, ce sont des fausses discordances qui sont dues à des règles de gestion différentes et des erreurs humaines ou porte sur un autre prénom. Par exemple, il y a plus ou moins de prénoms. Là, vous pouvez qualifier l'INS. Et vous voyez que je mets possibilité en rouge. Pourquoi? Parce que c'est votre décision. À prendre dans votre cellule d'identité-vigilance, dans votre comité d'identité-vigilance, à inscrire dans vos procédures, à inscrire dans votre politique et dans votre charte d'identité-vigilance. Quelles sont les discordances que j'accepte? Quelles sont les discordances que je n'accepte pas? Dans tous les cas, que ça soit accepté ou pas, vous devez donner comme consigne à vos personnels professionnels de l'accueil de bien interroger l'usager pour connaître l'identité correcte, c'est important,
l'informer sur la nécessité de correction selon le cas, soit sur la pièce d'identité, soit sur le référentiel national, sur le répertoire national d'identification des personnes physiques, et conserver les éléments pour la cellule, votre cellule opérationnelle d'identito-vigilance. Pourquoi je dis ça? Parce que peut-être que vos professionnels de l'accueil, ils n'ont pas beaucoup de temps pour étudier les discordances. Il y a beaucoup de monde, il faut aller assez vite, les patients ont peur d'être en retard au rendez-vous, on ne peut pas prendre 5 minutes de plus pour étudier la discordance. Donc, peut-être que ces problématiques, enfin en tout cas moi c'est mon point de vue, hein, ces problématiques pour moi elles sont à traiter en back-office et elles ne sont pas à traiter en front-office, sauf si vous avez 4 ou 5 accueils par jour hein, et que la personne a le temps, c'est complètement différent. Mais je pense que moi, je conseille, quand on a pas mal d'accueil, de faire traiter ça en back-office, hors de la présence du patient. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment avoir les éléments en back-office. Quelle était la bonne identité, etc., etc. Après, il y a un cas extrêmement particulier. Alors ça nous a été rapporté et un grand merci au CHR d'Orléans, encore une fois, qui nous a permis de faire cette diapositive. Ils ont fait une belle étude et une belle récupération des anomalies. Des fois, sur des pièces d'identité, il y a des erreurs, mais grossières, manifestes. Je vous ai mis quelques exemples ici. Et on peut se poser la question, l'erreur, elle est vraiment grossière. Est-ce que j'intègre ou pas l'INS? Mais ça dépend de quelles consignes vous donnez actuellement à vos bureaux des entrées. Sans parler d'INS, si vous vous trouvez devant ce cas de figure, est-ce que vous donnez la consigne de recopier à l'identique la pièce d'identité et puis finalement, au lieu d'avoir Monique, on aura Monkey et peut-être que pour vérifier l'identité au cours des soins, ça sera un peu compliqué parce que la patiente, on va lui dire quel est votre prénom, elle va dire Monique et puis l'infirmière, elle va dire mais moi, je n'ai pas Monique, j'ai Monkey. Donc, du coup, je vais faire une demande de modification d'identité à ma CIV, etc. Donc, peut-être que déjà, vous avez l'habitude de dire l'erreur grossière, on la corrige déjà, on la corrige. Si vous la corrigez finalement d'emblée et que vous ne recopiez pas bêtement l'erreur de la pièce d'identité, qui est une erreur très grossière. Alors sur les prénoms, c'est assez facile de voir une erreur grossière. Sur les noms de naissance, ce n'est pas la même chose. Hein, voilà. À ce moment-là, si vous l'avez déjà corrigé, vous n'aurez plus de discordance. Donc, vous pourrez qualifier l'INS. Si la consigne est de dire « moi, je recopie à l'identique, même sur une erreur grossière », à ce moment-là, vous ne pourrez pas qualifier. Et si on reprend l'arbre décisionnel que je vous ai proposé tout à l'heure, on peut le détailler un petit peu pour prendre en compte cette erreur grossière ici, hein, c'est ce que vous voyez ici. La discordance est manifeste, grossière sur le prénom de la pièce d'identité. Dans ce cas-là, je peux corriger. Alors, je vous ai dit, il faut informer l'usager qui doit demander la rectification. Circuit de demande de rectification en fonction de l'erreur. Si c'est une erreur sur une pièce d'identité, il faut faire refaire la pièce d'identité. Et alors, il y a eu des établissements, pas trop en PACA, hein, mais dans d'autres régions qui ont rapporté le refus de certaines mairies de renouveler les pièces d'identité si elles étaient encore en cours de validité, même en présence d'une erreur. Moi, j'ai téléphoné, j'ai enquêté auprès de la mairie de Marseille. Alors, je n'ai pas fait tous les villages alentours et j'ai fait que Marseille. Ce que m'a répondu le responsable des officiers d'état civil, c'est si l'erreur est manifeste, avérée et due à l'administration, à ce moment-là, on refait la pièce sans frais pour l'usager, y compris si elle est en cours de validité. Si jamais vous aviez des retours d'usagers sur des refus de mairie de renouveler les pièces, éventuellement si vous arrivez à obtenir la mairie et les éléments précis, vous pouvez nous les remonter parce que moi, on les fait remonter au ministère de la Santé qui lui-même les fait remonter au ministère de l'Intérieur. Mais moi, pour l'instant, je n'ai pas eu d'éléments factuels là-dessus. Hein. Deuxième cas de figure, l'INS est erroné et on doit demander la rectification. Et là, ça peut être un peu plus compliqué. Si l'usager a été immatriculé par l'INSEE, c'est-à-dire il est présent dans le RNIPP, donc il est né en France, dans les départements et régions d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer, sauf
Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie, qui, eux, sont immatriculés par la CNAV, je vous le rappelle. C'est très simple. On fait une démarche en ligne. Je vous ai mis le lien Internet en bas de la diapo. Alors moi, j'ai essayé, je ne suis pas allée jusqu'au bout, puisque je n'ai pas d'erreur dans mon INS, mais c'est vraiment très simple. Il faut renseigner son IR, fournir un extrait d'acte de naissance ou une copie intégrale. C'est assez rapide et l'INSEE annonce une correction dans les 8 jours. Si par contre les gens sont nés à l'étranger, là, c'est le parcours du combattant. Parce qu'il faut qu'ils soient nés à l'étranger ou en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna. Il faut faire une demande auprès d'une caisse locale d'assurance maladie qui va monter un dossier, qui va être transféré, au SANDIA. Alors, le SANDIA, ça veut dire Service administratif national d'immatriculation des assurés, qui est à Tours et qui dépend de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Donc là, c'est long, compliqué, ça peut prendre plus d'1 an. Maintenant, clairement, on a beaucoup de retours d'établissements qui disent mais l'usager ne le fera pas. On en est conscient, moi j'en suis consciente, et je vous avouerai franchement que si ma mère qui a 91 ans, bientôt 92, avait une erreur sur son INS, et qu'elle était née à l'étranger, par exemple, parce que sur le site de l'INSEE, c'est facile, je ne suis pas sûre que je me lancerai dans le parcours du combattant des démarches, très clairement. Il y a des usagers qui ne le feront pas. Maintenant, on ne peut pas autoriser les établissements à faire des demandes à l'INSEE ou à la CNAV pour l'usager. L'identité, c'est quelque chose de très personnel. Donc oui, effectivement, il y a un certain nombre d'INS que vous ne pourrez pas qualifier, même que vous ne pourrez pas récupérer. Vous serez obligé de garder votre identité locale. Il y a des usagers qui ne feront pas les démarches. Oui, c'est un problème, mais aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Enfin, pour terminer, l'idée, c'est si vous pouvez informer des discordances, ou le référent régional en identité-vigilance, donc pour Provence-Alpes-Côte d'Azur chez moi. Pour les autres régions, il y a une liste des référents régionaux qui est, qui est disponible sur le site de l'ANS. Et vous trouverez les mails et les coordonnées des autres référents régionaux. C'est important de faire remonter parce que ça alimente les retours d'expérience. Nous, ça nous permet de faire remonter les problématiques au national et de provoquer des débats, des discussions dans l'idée de faire avancer le sujet et de pouvoir un jour faire changer les choses. Évidemment, quand vous allez transmettre ces données, vous allez transmettre des données d'identité, donc des données sensibles qui ne se transmettent pas par un mail classique. À ce moment-là, vous pouvez utiliser soit une messagerie sécurisée de santé, donc je vous ai mis mon adresse MSS sur la diapositive, mais je dispose également d'une plateforme de dépôt de documents sécurisés, que vous pouvez utiliser, donc c'est hébergé chez un hébergeur de données de santé pour me transférer des éléments, donc copie d'écran et copie de la pièce d'identité. Informer le GIE Sésame Vital via un ticket fait à votre éditeur de référentiel identité, c'est important également. Je vous le disais pour tout à l'heure, aucune identité trouvée, par exemple. Malheureusement, le GIE a refusé de pouvoir être sollicité par les régions, par les référents régionaux et tient ferme sur sa position de ne pouvoir être sollicité que par les éditeurs, ce qui vous oblige à faire 2 tickets, malheureusement. Mais là, il y a eu beaucoup d'actions de fait au niveau national pour essayer qu'on puisse, nous, en région, solliciter directement le GIE, mais il y a eu une fin de non-recevoir. Pour terminer, avant de prendre quelques minutes pour répondre aux questions, vous avez, pour vous aider, la fiche pratique 04 du GRIV. Donc là, vous avez le lien Internet. Elle est présente sur le site Internet du GRIV. Elle est présente sur l'Agora Social Club. Elle est aussi relayée sur le site de l'ANS. Et vous avez donc cette fameuse annexe code extension à titre indicatif qui est très important. Enfin, moi, franchement, je vous encourage à l'utiliser. Souvent, quand on me fait part d'une discordance, en 2 secondes, grâce à cette annexe, j'ai la réponse et je peux répondre à l'établissement en disant oui, c'est bien l'Algérie, vous pouvez qualifier, etc. Et encore, merci, un merci rétrospectif pour les anomalies que vous avez déjà fait remonter et un merci par anticipation pour toutes celles que vous ne manquerez pas de faire remonter. Alors, je vais répondre aux questions. Alors, Christine, oui,
Christine Vidal nous signale qu'il y a une différence entre le numéro de sécurité sociale et le matricule INS. Oui, effectivement, c'est connu. Le cas est présent dans la fiche pratique 04. Il est probable que c'était un usager qui était né en Algérie française, par exemple, ou au Maroc sous protectorat, etc. Donc, si vous pouvez confirmer éventuellement l'hypothèse, Christine, parce que des fois, on a constaté, c'est une anomalie qui nous avait été remontée par l'Institution nationale des invalides de Paris. Des fois, le matricule INS a bien pris en compte le nouveau code Algérie, donc 99 352, mais pas le numéro de sécurité sociale qui reste en 91 803 ou 808, etc. Voilà, Algérie française, c'est hyper classique ça. Donc, une discordance entre un numéro de sécurité sociale et un matricule INS n'empêche aucunement la qualification de l'INS. Je vous rappelle, le numéro de sécurité sociale, c'est une identité de facturation. Ça sert juste pour facturer les soins. Ça ne sert pas à référencer les données de santé. Pour revenir sur la question d'Alexandre Schilling, à laquelle Isabelle a un peu répondu, est-ce nécessaire de garder un exemplaire papier dans le dossier administratif? Alors non, clairement, ce qu'on a écrit dans la fiche pratique du réseau des Trois-Rives, gestion des copies de pièces d'identité, c'est qu'il faut limiter au maximum et éviter si possible les copies papier, parce que c'est plus facile de maîtriser un scan, une copie informatique, qu'une copie dans le dossier papier, parce que c'est plus compliqué de maîtriser les accès à un dossier papier qu'à un dossier informatique. Donc, si vous avez un outil de numérisation, préférez la numérisation. Si vous n'en avez pas et que vous êtes contraint de photocopier la pièce, je vous conseille fortement de bien verrouiller les procédures de consultation et d'accès au dossier papier, parce que ça, c'est le point un peu difficile. Oui, qu'est-ce que je vois? Je pense qu'il n'y a plus de questions. Non. Voilà, ok. Ben, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous propose de terminer ici ce webinaire. On va vous faire passer dans un premier temps un questionnaire de satisfaction sur la formation. Merci par avance, vraiment merci. J'en ai besoin de pouvoir le remplir et nous le renvoyer. Il n'y a pas beaucoup de questions, il y en a 4 ou 5, ça se fait en 5 minutes, même pas. Pourquoi je vous dis j'en ai besoin? Parce que j'ai bien conscience que ce retour d'expérience sur les discordances, c'est complexe, que les sujets sont complexes, et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'était trop complexe? Est-ce qu'il faut faire des choses plus simples? Est-ce que, oui, ça vous a aidé et vous vous appuierez après sur la fiche pratique? Tous les éléments que je vous ai donnés, ils sont présents dans la fiche pratique du GRIV. Donc, j'ai vraiment besoin de votre retour pour pouvoir améliorer, si c'est nécessaire, cette deuxième partie de formation. Si vous avez trouvé que la première partie de rappel était vraiment trop courte, signalez-le aussi. Mais bon, maintenant, en 2022, on veut plutôt s'attarder et passer du temps sur les retours d'expérience à la fois en organisation et sur les discordances. Et enfin, on vous fera passer, mais pas aujourd'hui, dans la semaine ou en début de semaine prochaine, un petit quiz que vous pourrez remplir si vous le voulez. Alors, c'est assez ludique, avec un outil qui s'appelle Klaxoon, que vous pourrez faire pour voir un petit peu ce que vous avez retenu de la formation. Je vous rappelle que vous avez toujours, pour vous aider dans votre projet, ça va arriver, voilà, de la documentation à votre disposition, de la documentation au niveau national. Sur cette diapo, vous avez les liens vers tous les documents, de la documentation qui est produite en région par le GRIV, mais également par le réseau des référents régionaux en identitovigilance, avec la parution récente d'une nouvelle fiche pratique qui est la gestion de l'identité des usagers transgenres, puisqu'il y avait beaucoup
d'établissements qui se posaient des questions sur les usagers transgenres. Et donc, la fameuse, chez le GRIV, là, une fiche qui est parue en novembre, la fameuse fiche pratique 04, conduite à tenir devant une discordance entre l'INS et l'identité de la pièce d'identité. Je vous remercie à tous de votre attention. Encore merci par avance de répondre au questionnaire de satisfaction. Et n'hésitez pas, hein, s'il y a des choses pas claires, vous le dites, on est là dans une dynamique d'amélioration continue et on n'est pas là juste pour s'entendre dire des choses agréables. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.